Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Georgina Moore est née le 2 juillet 1874 à Londres. Elle était le deuxième enfant de Monsieur Stephen Moore et de son épouse Elizabeth. Monsieur et Madame Moore étaient revenus à Londres depuis le Devon en 1866 afin de profiter des opportunités accrues dans la capitale. C'était une décision courageuse car ils ne connaissaient personne en ville. Mais Monsieur Moore, menuisier qualifié, a vite trouvé un emploi. Georgina était une enfant gentille, toujours heureuse d'aller à l'école. L'école gratuite était devenue plus accessible après la loi sur l'éducation de 1870 qui rendait la fréquentation scolaire obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Les autorités locales étaient chargées d'établir et de maintenir les écoles et de garantir l'accès universel à l'éducation. À l'été 1880, la famille a déménagé dans une maison au 105, rue Winchester à Pimlico. C'était un quartier assez aisé, connu pour son élégante architecture géorgienne et sa proximité avec des sites emblématiques comme le palais de Buckingham. Ces rues étaient animées par un mélange d'activités résidentielles et commerciales, avec de grandes maisons de ville et des marchés animés. Cependant, malgré cela, Pimlico abritait également des poches de pauvreté qui côtoyaient ces quartiers plus prospères. Cela montrait les contraintes de la vie urbaine à l'époque victorienne. La famille Moore habitait l'un des quartiers les plus modestes. Le matin du mardi 20 décembre 1881, la petite Georgina Moore, âgée de 7 ans, parcourut la courte distance jusqu'à l'école de l'église méthodiste Libruni, située dans la rue Westmoreland. C'était une enfant vive et intelligente, connue pour sa bonne conduite et sa ponctualité. Elle était également très appréciée de ses camarades de classe. À 12h30, après les cours du matin, les enfants firent une pause pour le déjeuner. Alors, Georgina alla voir sa mère, qui rendait visite à une amie dans la rue Westmoreland. Elle y resta près d'une heure avant de parcourir la courte distance pour retourner à l'école. Cependant, à la fin de la journée scolaire, Georgina ne rentra pas chez elle. À 16h30 cet après-midi-là, Madame Moore commença à s'inquiéter. Ce n'était pas dans les habitudes de Georgina d'être en retard pour son goûter. Madame Moore se rendit à l'école pour chercher sa fille, mais à sa grande consternation, on lui apprit que Georgina n'avait pas assisté au cours de l'après-midi. Dame Moore était maintenant très inquiète. Elle avait le pressentiment qu'il était arrivé quelque chose de fâcheux à sa fille. Elle se précipita rapidement au commissariat, où elle fut accueillie par l'officier de service, qui lui dit que sa fille était probablement simplement allée chez une amie. Malgré son manque d'inquiétude, il fut convenu que des agents seraient envoyés pour visiter les hôpitaux locaux, les hospices et autres lieux publics où un enfant aurait pu être emmené. Si elle avait eu un accident ou avait été retrouvée errant dans les rues, cependant, malgré ses efforts, ils ne parviennent pas à retrouver la jeune fille disparue. À la tombée de la nuit, l'inquiétude se répandit rapidement dans la communauté, incitant les voisins à aider à chercher Georgina, mais il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Une enquête a été ouverte, dirigée par l'inspecteur Henry Marshall du service des enquêtes criminelles de la police. Il était connu pour sa présence calme et a assuré aux parents extrêmement inquiets que toutes les investigations seraient menées avec vigueur. La description de la jeune fille a été diffusée à la presse. Elle était décrite comme grande pour son âge, avec un teint clair, des cheveux blonds avec une frange et de grands yeux bleus. Elle portait une robe bleu foncé avec 2 rangées de boutons noirs, un chapeau de paille blanc orné d'un ruban de velours bleu, des bas tricotés bleu foncé et des bottines à boutons. L'inspecteur a enquêté sur les antécédents de M. Stephen Moore et de sa femme Elizabeth. Mais tous ceux à qui il a parlé ont décrit ce couple comme honnête, travailleur et apprécié de tous. Au fil des jours sans aucune nouvelle de Georgina, un sentiment de désespoir s'est installé dans la communauté. Ses parents ont affronté l'épreuve déchirante de ne pas savoir ce qui était arrivé à leur fille. Bien que ce soit Noël et qu'ils soient entourés d'un esprit festif, leur maison semblait vide, dépourvue du rire et de la chaleur que Georgina apportait autrefois. Mais d'une manière ou d'une autre, ils s'accrochaient à l'espoir de son retour sain et sauf. Les voisins ont essayé d'apporter leur soutien. Parmi eux se trouvait Madame Esther Pay, un visage familier qui habitait tout près de l'école que fréquentait Georgina. Elle avait un lien personnel avec la famille, car Monsieur et Madame Moore avaient déjà loué des chambres chez elle. Madame Pay rendait souvent visite à Madame Moore au 105, rue Winchester, pour demander s'il y avait eu des nouvelles concernant Georgina. Malgré la gentillesse et l'attention de Madame Pay lors de ses visites, Madame Moore sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ses préoccupations.
Une récompense fut offerte par le secrétaire d'État et un riche voisin nommé Monsieur Ingram. Mais malgré cela, il n'y avait toujours aucune nouvelle sur l'endroit où se trouvait la jeune fille. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Madame P aurait été vue avec l'enfant disparu le jour de sa disparition. Ces rumeurs sont parvenues à l'attention de l'inspecteur Marshall, ce qui l'a poussé à approfondir son enquête. Le 5 janvier 1882, il s'est rendu au domicile de Madame Pay pour l'interroger à ce sujet. Lorsqu'on l'a confrontée, Madame Pay a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien concernant la disparition de la petite Georgina Moore, âgée de 7 ans. 4 semaines plus tard, dans l'après-midi du 1er février 1882, un batelier nommé Alfred Pinhorn naviguait sa péniche sur la rivière Medway en direction de la ville de Tonbridge. Près de l'écluse de Hampstead, près de Yalding, il fit une découverte stupéfiante lorsque sa perche heurta quelque chose de solide au fond de la rivière. Il la remonta rapidement et, à son horreur, il se rendit compte qu'empalé sur la pointe de fer se trouvait le corps d'une jeune fille. Avec l'aide de son compagnon, un homme nommé Monsieur Swain, Monsieur Panhorn récupéra soigneusement le corps dans la rivière et le déposa sur la péniche. Il remarqua qu'un morceau de fil de fer avait été enroulé fermement autour de la taille de la jeune fille décédée, ainsi qu'une brique marquée d'une couronne et des lettres T-I-N-E-E. Extrêmement anxieux, Monsieur Panhorn amarra sa péniche à Yalding et fit venir le policier local, qui arriva peu après. En voyant le corps sans vie, le policier fut saisi d'une prise de conscience glaçante. Les vêtements que portait la jeune fille ressemblaient étrangement à la description des habits portés par la fillette de 7 ans disparue, Georgina Moore. Cependant, la question demeurait. Comment était-elle arrivée dans les eaux de la rivière Medway, près de Yalding, à environ 55 km de chez elle? La police de Pimlico a été contactée et, accompagné du père de la fillette disparue, s'est rendu à Yalding. Monsieur Stephen Moore a été invité à regarder le corps. En le faisant, ses pires craintes se sont confirmées. La petite fille retrouvée dans la rivière était bien sa fille bien-aimée. Submergé par le chagrin, Monsieur Moore, après le choc initial, a été envahi par une profonde tristesse, confirmant la réalité dévastatrice que sa précieuse fille était partie pour toujours. À présent, un mystère avait été résolu. L'inspecteur Marshall était déterminé à découvrir qui avait commis ce crime des plus terribles. Il y avait une étrange coïncidence. Madame Esther Pay, à qui l'inspecteur Marshall avait déjà parlé et qui habitait dans la même rue à Pimlico où l'enfant décédé allait à l'école, séjournait maintenant dans le cottage de ses parents dans le village de Nettlestead, tout près de Yalding. La propriété était assez isolée, à seulement 650 mètres de la rivière. L'inspecteur alla parler à nouveau à Madame Pay, mais il se souvenait que la dernière fois qu'il lui avait parlé, il l'avait trouvée plutôt réservée et difficile à cerner. Elle affirma qu'elle ne savait rien des événements qui avaient conduit à la disparition et à la terrible mort de la jeune enfant. Néanmoins, un agent de police reçut l'ordre de fouiller sa chambre et fit quelques découvertes troublantes. Parmi celles-ci se trouvait un sac contenant un exemplaire d'un journal avec le portrait de la fillette disparue. Il y avait aussi un papier avec ce qui semblait être des taches de sang. L'intrigue s'est intensifiée avec la révélation d'une lettre écrite par Madame P à Monsieur Moore, dont le contenu laissait entendre qu'à une certaine époque, ils étaient peut-être très proches. Avec ces preuves, l'inspecteur Marshall a arrêté Madame Esther Pay et l'a escortée jusqu'à Londres. Le lendemain, une enquête a débuté au tribunal de police de Westminster devant le juge Partridge. Il a été déterminé que la jeune fille était décédée avant même d'entrer dans l'eau. Cependant, les circonstances exactes entourant la fin prématurée de Georgina restaient entourées d'incertitudes, et les enquêteurs n'étaient pas certains de savoir si elle avait trouvé la mort dans les rues animées de Londres ou dans la campagne paisible de Yalding. Bien sûr, Madame Pay a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre. Des rumeurs circulaient au sujet d'une récente apparition d'un enfant avec une femme mystérieuse à la gare de Paddock Wood qui se trouvait près de Yalding. Cependant, il semblait assez improbable qu'il ait pu s'agir de Madame P avec Georgina, en raison de l'état avancé de décomposition du corps de la fillette lorsqu'il avait été retrouvé. Et on pensait également qu'elle était restée dans l'eau pendant un certain temps. L'enquête a donc été ajournée afin que la police puisse poursuivre ses investigations. Elle a repris le mercredi 8 février 1882, et les médecins ont confirmé que l'enfant était morte par strangulation. Elle avait ensuite été attachée à un poids et placée dans l'eau afin qu'elle coule.
Il a été déclaré que Madame Pei avait quitté sa maison le 20 décembre à 13h15 et n'était pas rentrée avant très tard. Une vérification de l'horaire des trains a confirmé qu'elle aurait facilement pu se rendre à Yalding, assassiner l'enfant puis rentrer chez elle plus tard dans la nuit. Alors que l'enquête se poursuivait, l'inspecteur Marshall a révélé un détail convaincant. Il a raconté comment, pendant le trajet de Yalding à Londres, Madame Pei avait demandé avec insistance la présence de Monsieur Moore dans leur compartiment. Il a ajouté qu'elle avait fait des remarques insinuantes laissant entendre que Monsieur Moore pourrait être lié au meurtre de sa fille. Selon l'inspecteur, Madame Pei avait dit « Eh bien, ne soyez pas surpris s'il s'enfuit, et alors vous verrez que le principal coupable sera parti. » Un garçon de 7 ans qui connaissait Georgina Moore a déclaré devant le tribunal qu'il l'avait vue avec une dame le 20 décembre. Interrogé sur l'identité de la dame, le garçon a désigné Madame Pei. À ce moment-là, de nombreuses rumeurs circulaient au sujet de la prétendue relation amoureuse de Monsieur Moore avec Madame Pei. En effet, Madame Pei s'était récemment séparée de son mari, et cela alimentait les spéculations selon lesquelles la jalousie aurait pu la pousser à faire du mal à Georgina. Peut-être parce que Monsieur Moore avait choisi de rester avec sa femme lorsque Monsieur Moore a été interrogé. Il a admis qu'il s'était déjà rendu chez les parents de Madame Pei à Nettlestead, tout près de Yalding, 2 ans avant que sa fille ne soit assassinée. Il a affirmé que c'était sa seule visite, sauf lorsqu'on lui a demandé d'identifier le corps de sa fille. Cependant, des témoins avaient déclaré avoir vu Monsieur Moore accompagner Madame Pei à la gare de Charing Cross le soir du 28 janvier. Lorsqu'on lui a posé la question, Monsieur Moore a répondu qu'il avait effectivement accompagné Madame Pei à la gare. Mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait compris qu'elle se rendait à Yalding qu'après l'avoir vue acheter un billet. Il a ajouté qu'en se rendant à la gare avec Madame Pei, celle-ci avait principalement parlé de Georgina, lui demandant de la tenir informée de tout développement concernant l'enfant disparu. Lorsqu'on lui a demandé à propos de la relation de sa fille avec Madame Pei, il a répondu que Georgina l'accompagnait souvent lors de promenades et pensait que si Georgina avait rencontré Madame Pei le jour de sa disparition, elle serait probablement allée n'importe où avec elle, juste avant que Monsieur Moore ne quitte la barre des témoins. Il a dit que Madame Pei s'était toujours beaucoup intéressée au bien-être de sa fille et semblait préoccupée par sa disparition depuis qu'elle avait disparu. 3 témoins ont parlé d'une femme qui, juste avant Noël, avait acheté une brique réfractaire identique à celle retrouvée avec le corps. Cependant, aucun n'a pu confirmer que la femme qui avait fait l'achat était Madame Pei. Le mercredi 22 mars, l'enquête a pris fin. Madame Esther Pei a été jugée responsable de la mort de la petite Georgina Moore, 7 ans, et sera renvoyée en jugement. Le procès a commencé aux assises de Lewis le 26 avril. Devant le juge baron Pollock, Madame Pei semblait très calme, et lorsqu'on lui a demandé comment elle plaidait, elle a répondu « non coupable ». Malgré la médiatisation de l'affaire, l'intérêt du public était faible et la salle d'audience presque vide au début. Cependant, dans l'après-midi, toutes les places de la galerie étaient occupées, et des gens attendaient dehors, espérant avoir l'occasion d'assister au débat. Beaucoup des témoins étaient les mêmes que lors de l'enquête, mais certains d'entre eux ont fourni des détails ou des points de vue supplémentaires qui n'avaient pas été révélés auparavant. Dame Elizabeth Moore a témoigné, et il a été noté qu'elle avait l'air pâle et faible. Elle a raconté, la voix tremblante, comment l'accusé avait toujours été très gentil avec sa fille et l'emmenait acheter des jouets et des bonbons. Elle a ajouté qu'après la disparition de Georgina, Madame Pei avait envoyé des lettres remplies d'inquiétude, se lamentant toujours sur la tristesse de toute cette histoire. Monsieur Edward Clark, représentant la défense, a expliqué à la cour que Madame Pei, une femme mariée respectable et honnête âgée de 35 ans, avait continué à vivre à Pimlico après la disparition de Georgina Moore, et à de nombreuses reprises, elle avait contacté la famille, exprimant sa sympathie et demandant s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider. Il a poursuivi en disant qu'il démontrerait que cette affaire manquait des preuves circonstancielles typiques sur lesquelles on s'appuie souvent dans les procès de cette nature. Il a dit au jury qu'aucun objet appartenant à l'enfant n'avait été découvert sur Madame Pei et qu'aucun objet appartenant à Madame Pei n'avait été retrouvé sur l'enfant. L'accusation avait beaucoup insisté sur le fait que Madame Pei n'avait pas fourni d'alibi concernant sa localisation. Le jour du meurtre, et Monsieur Pei, étant le mari de la prévenue, n'était pas obligé de témoigner. Une dame a raconté avoir aperçu une femme à la gare de Yalding vers le 21 décembre et un autre témoin a déclaré avoir vu une femme et une jeune fille se promener à Yalding pendant la même période.
Étant donné que Yalding était un très petit village où tout le monde se connaissait généralement, il semblait étrange que personne ne les ait reconnus. Cependant, sur les 11 témoins appelés à identifier Madame P, étonnamment, 9 d'entre eux n'ont pas pu l'identifier formellement. Et, encore plus frappant, 2 témoins ont en fait identifié à tort une autre personne comme étant la femme vue avec l'enfant à Yalding. Tout cela a jeté un sérieux doute sur la fiabilité des témoins. Madame P a pris la parole, elle a regardé autour de la salle d'audience, puis a dit calmement « L'enfant a été tué par dépit, à Monsieur Moore, car il a très maltraité les femmes, certaines que je connais encore plus mal que moi, et il m'a déjà assez maltraité. Pourquoi ne les découvrez-vous pas? Alors, vous pourriez être sur la bonne piste. On ne peut mourir qu'une seule fois, et je ne mourrai pas en lâche. » Ces remarques audacieuses ont suscité un murmure de choc et d'incrédulité dans la salle. Dans l'atmosphère conservatrice des années 1880, de telles déclarations directes et accusatrices de la part d'une femme étaient très inhabituelles et suscitaient un mélange d'indignation et de curiosité parmi les spectateurs. Le juge et le jury échangèrent des regards inquiets, tentant de saisir la gravité de ces accusations et l'audace avec laquelle elles étaient formulées. Monsieur Clark a souligné les preuves médicales indiquant que le meurtre avait probablement eu lieu à Londres. Dans les 2 ou 3 heures suivant le dernier repas de l'enfant, ce qui aurait été vers 12h30, le mardi 20 décembre 1881, il a indiqué que le corps avait ensuite été transporté à Yalding. Il a ajouté que le comportement de Madame P après son arrestation était conforme à celui d'une personne innocente. Cependant, M. Polland, représentant l'accusation, a rejeté comme absurde l'idée que le meurtre ait eu lieu à Londres et que le corps ait ensuite été déplacé à Yalding. Il a soutenu que, bien que chaque élément de preuve puisse sembler incomplet, pris isolément, lorsqu'ils sont considérés ensemble, ils dressent un tableau convaincant. Selon M. Polland, Madame P avait attiré l'enfant hors de Pimlico avant de commettre le meurtre. À Yalding, des preuves ont été présentées selon lesquelles Madame P avait été vue en train de converser avec Georgina dans Westmoreland Street. Et des témoins ont déclaré avoir vu une femme avec un enfant dans les environs de Yalding le même soir, bien que la défense ait mis en doute la fiabilité de ces témoins. La pièce maîtresse de l'accusation était un châle en dentelle noire retrouvé dans la rivière Medway, que des témoins affirmaient appartenir à Madame P. Le châle a été présenté comme un lien crucial, suggérant une connexion directe entre Madame P et la scène du crime. Cependant, au cours du procès, cette preuve a fait l'objet d'un examen minutieux. Lors du contre-interrogatoire, la défense a présenté plusieurs châles en dentelle noire similaires aux témoins qui avaient identifié le châle original comme étant celui de Madame P. La ressemblance entre ces châles était frappante et tous les témoins ont hésité, incapables de distinguer le châle de l'accusation des autres. Cette révélation a jeté un doute considérable sur la fiabilité de leur identification. Edward Clark, l'avocat de la défense, a saisi ce moment, soulignant l'incertitude et la facilité avec laquelle un objet aussi courant pouvait être confondu. Il a soutenu que le châle, loin d'être unique, n'était qu'un parmi de nombreux articles similaires disponibles à l'époque. Cela a effectivement sapé l'argumentation de l'accusation, transformant ce qui semblait être une pièce maîtresse de la preuve en un symbole de l'ambiguïté générale de l'affaire. La salle d'audience bourdonnait alors que la preuve clé de l'accusation s'effondrait, renforçant le doute sur la culpabilité de Madame P. Dans sa plaidoirie finale, M. Clark, l'avocat de la défense, a souligné qu'il incombait à l'accusation de prouver la culpabilité de Madame P au-delà de tout doute raisonnable, ce qu'il a affirmé qu'ils avaient totalement échoué à faire. Il a exhorté le jury à fonder sa décision uniquement sur les preuves présentées. Il a critiqué la tactique de l'accusation qui présentait des témoins supplémentaires, y voyant une tentative de détourner l'attention de la question principale. L'accusation avait-elle suffisamment prouvé le dossier contre Madame P? Le juge, M. Baron Pollock, dans son résumé, a souligné que le jury devait prendre une décision claire. Il a dit que, puisque l'affaire reposait sur des preuves circonstancielles, il leur revenait de décider quels éléments étaient crédibles ou douteux. S'il subsistait des incertitudes, il leur était demandé de pencher en faveur de l'accusé. Il a également évoqué le comportement du père de la jeune fille décédée, en disant que, bien que son caractère soit profondément défaillant, cela n'impliquait pas pour autant qu'il soit capable de tuer sa propre enfant. Le jury a délibéré pendant seulement 20 minutes avant de revenir avec un verdict de non-culpabilité. Lorsque le président du jury a annoncé la décision, une vague d'applaudissements a éclaté parmi plusieurs spectateurs, en particulier les femmes présentes dans la galerie. La famille de la prévenue
qui était assise derrière elle pendant tout le procès, a été visiblement émue par le verdict. Des larmes coulaient sur leur visage alors qu'ils s'étreignaient les uns les autres. La mère de Madame Pay, en particulier, a été submergée par l'émotion. Le calme de Madame Esther Pay a finalement cédé lorsqu'elle s'est tournée vers le jury pour exprimer sa gratitude. Elle a également tenté d'exprimer sa reconnaissance à son équipe juridique, qui avait travaillé sans relâche pour la défendre, cependant avant qu'elle ne puisse pleinement les remercier. Les responsables du tribunal sont rapidement intervenus pour l'escorter, veillant à son départ rapide de la salle d'audience, afin d'éviter la frénésie médiatique qui ne manquerait pas de suivre. Alors qu'elle était conduite hors de la salle d'audience, les spectateurs continuaient à discuter du résultat du procès, de la rapidité de la délibération du jury et des implications du verdict. Pour Madame Pay et sa famille, cela marquait la fin d'une épreuve qui avait jeté une longue et sombre ombre sur leur vie, et ils espéraient pouvoir désormais retrouver une vie normale. Quelques semaines seulement après le procès, un homme nommé George Eubank, qui était soldat dans l'infanterie légère de l'Oxfordshire, s'est rendu à la police et a déclaré qu'il avait aidé Madame Pay à tuer la petite Georgina Moore, âgée de 7 ans, à Yalding. Bien que la police ait écouté sa confession, elle a décidé que son histoire n'était pas crédible. Le meurtre de Georgina Moore en 1881 reste non résolu, rappel discret des mystères que l'histoire laisse parfois derrière elle. Malgré le passage du temps, son histoire demeure encore dans la mémoire du petit village de Yalding, un témoignage des questions non résolues qui continuent d'intriguer et de déconcerter ceux qui en entendent parler. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.